30 previews en 30 jours. Yes sir. Preview numéro 16. Donc, ça y est, nous sommes du bon côté de la force. Vous êtes, si j'ose dire ainsi. Tout à fait, vous êtes officiellement dans les équipes... On n'est plus du côté obscur de la force. On est dans le côté clair. Le côté... Ah, qu'est-ce que tu fais à partir du 16 avril? Peut-être que tu es occupé, peut-être pas. Je te tiens au courant. Ouais, voilà, exactement. On sera bientôt dans le range aussi des qu'est-ce que tu fais le 15 mai. Oh là là, je suis occupé. Pour le moment, on est au 15 avril. Non, alors là, attention. Oui, là, je sais pas si aujourd'hui, les Kings, je sais pas si on parle du 15 mai. Je leur souhaite. On leur souhaite très fort. Mais pour le moment, on va s'occuper de l'intégralité de cette preview, des 30 prévues en 30 jours. Ce sont les 30 prévues en 30 jours, la série préférée de votre joueur préféré, surtout s'il aime donner des coups dans la raquette. Place aux Sacramento Kings, eux qui continuent donc ce formidable marathon. On espère que la Kings Nation est là. La couronne, c'est pas pour le bronze, parce que ça reste l'emblème des Kings, avec le faisceau violet, bien évidemment. Le beam. Light the beam. C'était quoi l'indice? On l'a pas trop vu. Je sais même plus, tiens. Qu'est-ce que j'ai l'indice? Ah oui. Chez le frère de James et Jackie. James Brown, Jackie Brown, Mike Brown. Pardon, mais... Tous les gens qui s'attendaient easy à la preview des Celtics de Jaylen Brown. Ah oui. Ah non, oui. Non. Ouais. Ce ne sera pas pour aujourd'hui. Peut-être demain, on verra les Celtics qui ont fait une saison pas mal. Bien, non? Comme indice. C'est tout à fait bien. Dites-moi en commentaire. Hein. N'hésitez pas à les tailler, Alex. Mais je vois que les indices, ça commande beaucoup. Hein. Ah bah oui, foncez. Un coup c'est trop facile, un coup c'est trop tiré par les cheveux. Et voilà. Hein, à la fin de la vidéo. Voilà. À la fin de la vidéo, vous aurez droit à un nouvel indice extraordinaire de la part de Pépère. Ça va être balèze. Eh bien, écoutez, ce qui est sûr et certain, c'est que comme d'habitude, on va vous rappeler le dispositif complet en vous reprécisant que cette preview commencera avec un coup d'œil dans le rétroviseur, bien sûr. Ouais, on va revenir sur la saison des Kings quand même, ce qui est un peu de frustration, mine de rien. Ouais, puis attention, après on va aller checker Monty McNair pour voir ce qu'il nous a fait sur le marché. Le marché de l'été sera la section spéciale dépenses et changements from Compton. On en reparlera très très fort. Et après le fameux Mike Brown pour le 5 majeur. Section 5 majeur pour aller dans le bureau de Monsieur Patate et essayer de voir. Avec un petit panneau, attention danger. Petit panneau quand même. Ah, moi j'ai rien dit. Attention, c'est moi qui le dis. C'est Alex qui a dit danger. Moi j'ai dit ça déroule. Il n'y a pas de problème. Après il y aura une pregunta, hein, une fameuse. Là on risquera de recroiser Mike Brown. Ouais. Dès la muerte et tout ça. Exactement, la grosse question de la mort avant d'enchaîner avec le trophée du peuple. Gérard d'Or où on parlera beaucoup de Mike Brown. Et des joueurs qui seront mis sur le terrain. Parce que là il y a du Gérard. Hein. Là attention, bon, les Kings c'est une tradition là-bas. Hein. Ouais, c'est comme les Wizards ça. Il y a toujours du Gérard. Oui je sais, c'est mieux les Kings, il y en a moins. On ne met plus les torchons et les serviettes dans la même phrase. Les Kings et les Wizards sont dans la même phrase ou la même catégorie, enfin la même phrase si c'est possible, mais la même catégorie. Je dis juste que historiquement, traditionnellement, les Kings, il y a toujours un ou deux Gérard bien sympathico qui traînent. Quand même. On parlera de Malik Monk dans une autre section. On finira évidemment avec la partie pronostic pour savoir où vont se placer les Kings. Très hâte d'avoir les avis des fans de Sacramento, mais aussi les gens. D'une manière générale, parce qu'on est dans cette conférence Ouest, Alex, ça reste la jungle absolue, dans cette folie. Il y a 15 équipes, il y en a 14 qui jouent au basket, salut Portland, et on verra justement où les Kings vont finir dans cette incroyable course au playoff. Ça va être... Sachant qu'on a déjà un petit peu rempli... Ah oui, le tableau. Mais il reste, enfin je sais pas toi, mais moi j'ai encore un petit trou à remplir, voilà. J'en ai un trou, je pense que les fans des Kings sont comme ça, il fait qu'est-ce qu'il fait Alex là C'est quoi ce bazar avec le tableau là? Oui, ils sont détentes, ils savent depuis des années. Alex, il les brosse dans le sens du poil, il n'y a pas de problème, c'est la Kings Nation, tout va bien. Oh, peut-être qu'au final, c'est un peu les potes quand même, c'est vrai que moi j'aime bien, c'est une franchise que j'aime bien. Ah bah ça, hein. Ils ont quand même pratiqué le deuxième plus beau basketball des années 2000 quand même. Sorry C-Web. Voilà. On en parlera dans d'autres vidéos. Ce qui est sûr et certain, c'est que comme d'hab, le dispositif Trash Talk, c'est toute la journée spéciale Kings, et avant ça... Boum! On vous rappelle que si vous allez dans le premier commentaire épinglé, vous jouez au grand jeu des experts. Vous êtes déjà des milliers à y avoir participé. Certains vous posaient la question, c'est gratuit. Hein. Moi j'ai vu, il y en a qui sur YouTube qui m'ont dit c'est gratuit, est-ce qu'il faut que je donne mon RIB ou quoi que ce soit? Gratuit. Tranquille. Ah, tu peux donner ton RIB si ça te fait plaisir. Mais non, sinon c'est gratuit. Vous pouvez jouer gratuitement, c'est simple, vous cliquez sur le lien qui est en premier commentaire, vous répondez à 10 questions qui représentent donc l'avenir de la saison 2024-25 et il y a des cadeaux à gagner. Donc, montrez votre expertise. Il y a des questions auxquelles on a déjà répondu dans ces previews. Ouais. Indice.
C'est vrai en plus. Qui sera premier au dernier de la conférence, tout ça. Voilà, ça ouais. Ça peut vous aider. Il y aura aussi, bien évidemment, des articles sur le site de Trash Talk. Combien de fois devrais-je vous le répéter? Vous allez me télécharger l'application, s'il vous plaît. Des articles sur un peu tous les sujets de chaque jour une équipe. Donc la tactique, les rotations, les salaires, la TTFL, tout ça. Ouais. Exactement. Avant de finir par un passage sur Instagram, TikTok, mais aussi la Holy Trinity avec Twitter, puisqu'il y aura un magnifique maillot des Kings à gagner. Oui, un maillot des Kings à gagner. Et soit on a atteint la barre des 200K abonnés sur YouTube, soit c'est pas encore fait, donc allez, ça clique. On y va pour la rentrée, pour la reprise NBA. Je suis d'accord, je trouve ça bien. T'es d'accord avec toi, Ouais, moi aussi. On va pouvoir démarrer? Allez, on y va. Eh bien, mesdames et messieurs, j'espère que vous aimez Compton, parce qu'il y a un garçon qui est en train de partir en voiture pour aller tout droit à Sacramento. On baisse la vitre et on regarde le coup d'œil dans le rétroviseur. Après, la voiture vient pas de Compton, elle vient de Chicago, mais on va en reparler plus tard dans le marché. Pour moi, il a fini son tournage avec Kendrick et ensuite il est parti à Sacramento. Mais ce n'est que moi. Oui. 46 victoires. 9e de l'Ouest. J'avais dit... Oh là, je m'étais emballé. J'avais dit 48 victoires. Et je les avais mis 4e. Voilà, vache. Bon, alors c'est vrai qu'on le voit. Hein. Mon Ouest à moi, l'année dernière, Bastien, c'est un peu pareil, mais peut-être moins pire que moi. Mais mon Ouest était vachement... plus, enfin ça allait moins haut en win et ça descendait moins bas, j'avais mal estimé les extrémités, ce qui fait que je me retrouve tassé, c'est-à-dire que j'ai que 2 wins d'écart, par contre j'ai beaucoup de places d'écart, c'est-à-dire que je les avais pas du tout vus dans le top 4. Enfin, je les avais vus dans le top 4 mais ils n'y étaient pas du tout. Toi t'avais mieux? Bon, ils ont gagné 46 matchs, j'en ai annoncé 46. Bien, et le positionnement? 5e. Ouais. C'est le problème de l'Ouest, c'est qu'en effet, tu sais, je t'avais dit, les Warriors, j'en avais 46, ils en ont gagné 46, ils ont fini 10e. J'en avais 46 pour les Kings, ils en ont 46, ils ont fini 9e. Et en fait, on les avait beaucoup plus haut. Donc, c'est vrai qu'il y a le total de victoires qui est une chose, mais comment ne pas parler, Alex, de cette sortie de saison extraordinaire qui était Light the Beam, retour des Kings qui sont vraiment enfin respectables, on s'éclate. Tu perds au match 7 au premier tour en playoff 2023, mais tu te dis, oh, continuité. Future is ours. Future is ours, future is bright, future is in Sacramento. On veut du violet dans tous les sens. Là, t'as pas fait les playoffs. Bah, je veux dire, 46 victoires. T'as fait une saison plus average, moins polarisée. C'est-à-dire que t'as mieux défendu, mais t'as nettement moins bien attaqué. Avant, c'était attaque 1 et défense 27. Et là, c'était 13e attaque et 14e défense et 14e pace aussi, ce qui montre bien les hésitations qu'il y avait du côté des joueurs, du coach et tout, parce que c'est vrai qu'avec Sabonis sur demi-terrain et Fox qui a bien progressé et tout, tu peux avoir envie parfois de poser l'attaque, mais je reste persuadé quand même que cette équipe, la façon dont elle est montée, avec les joueurs qu'elle avait l'année dernière, on verra les changements et tout, fallait jouer un peu plus vite, je pense. Je pense. Tu pouvais jouer plus vite, tout à fait. Il y a un gros différentiel que j'ai pu remarquer aussi entre les deux saisons niveau statistique. La première, c'est l'efficacité à 2 points. C'est une équipe qui a tiré beaucoup plus de tirs à mi-distance qu'elle ne faisait par le passé. Et surtout, moins de lancers. L'année de l'explosion, en tout cas du retour des Kings très fort, c'est une équipe top 3 en lancers rentrés, provoqués. Et l'année dernière, les Kings, si je dis pas de bêtises, non seulement ils sont... Je l'ai regardé tout à l'heure, ils sont non seulement 21e en lancer tenté, mais ils sont 30e en efficacité. C'est la pire. Les Sacramento Kings 2023-24 étaient à 75% de réussite au lancer. Tu faisais faute, c'était cadeau. Il y a des joueurs qui habituellement allaient sur la ligne, ils n'y sont pas allés. Les points faciles sont en moins. Et ce qui est embêtant, c'est compliqué. Là-dedans, c'est que donc après l'élan des playoffs 2023, tu fais pas les playoffs en 2024, ça c'est dur à avaler. Surtout qu'en plus sur le papier, 46 victoires, c'est quand même une saison régulière sacrément correcte. Et une bonne partie de la saison, ils sont très intéressants. C'est vrai que le niveau de l'Ouest n'a pas permis d'accéder aux playoffs. Hein. T'as battu les Warriors, mais derrière tu te fais fumer par les Pels. Bon. Ah non, c'est chaud, c'est chaud. Mais bien sûr. Donc, juste un point comme ça, après je te file. Tu vas me dire ce que t'en penses. Je veux bien savoir ce que t'en penses. C'est que en plus, non seulement c'est frustrant, mais en plus, Fox 74 matchs. Sabonis, 82 matchs. Murray, 77 matchs. Harrison Barnes, 82 matchs. Malik Monk, 72 matchs. Pardon, tes meilleurs joueurs, pas blessés. Pas blessés. Alors, taux de participation vraiment très bon. J'entends à une virgule près. Vas-y. C'est que, oui, si tu regardes le total sur la saison, c'est ce qui s'est passé. Quand même, c'est bien. C'est vachement bien et c'est ce qui avait aidé notamment à ce qu'ils fassent leur saison précédente. Absolument rien à redire. Oui. Mais le problème, c'est que à l'image de la saison des Kings, il y a eu une irrégularité qui a été terrible. Il y a eu des défaites. Elle n'est pas due aux absences, vu qu'il n'y en a pas eu ou très peu. Tout à fait, sauf que les 2-3 dernières semaines de la saison,
Les 10 matchs loupés par Kevin Huerter et la blessure, c'est mi-mars, donc worst moment possible pour être blessé. Et Malik Monk, c'est-à-dire que les Kings, une bonne partie de la saison, ils sont entre les places 3 et 6, à peu près. Ils sont dans ce range-là. Et au moment où tu fais le push de fin, bah, ils s'écroulent les types. Oh, je suis d'accord, mais ils s'écroulent vraiment. Il n'a raté que 10 matchs en tout dans sa saison. Et ce sont on les vient 10 de faire des previews previews d'équipes où on était là, genre, il a joué 63 matchs. Ouais. Non. Donc je comprends, il y a des blessures qui sont mal tombées. Elles sont très mal tombées. Mais il y a eu extrêmement peu de blessures. Bien sûr, bien sûr. Ce qui est embêtant pour la suite, c'est que c'est peut-être pas tous les ans que on va être à 75 matchs de moyenne par joueur important. Hein. Absolument. C'est juste que, en effet, par rapport à la dynamique de cette saison, on a dit où il y avait certaines franchises qui finissaient bien, et notamment quand on fera la preview des Suns, on s'en souvient, on se disait tiens, les 2-3 dernières semaines, ça se passe bien. L'effondrement des Kings à la fin, il y avait des défaites, mais je voulais me frapper le crâne. C'est-à-dire que c'est une équipe qui pouvait battre un contender formidable à la maison. En cours de saison, c'était déjà le cas. Ah, mais pendant toute la saison, ça a été les montagnes russes. Les mecs ont perdu face aux Pistons, ces Kings-là. Non, fallait le faire. Il y a eu des défaites cheloues. Il y a eu des grosses victoires, mais tu ne savais pas du tout quelle équipe allait se pointer tous les soirs. Et c'est dommage parce que la saison précédente, tu voyais un peu le type de profil. Malik Monk d'ailleurs, puisqu'on en parle, là tu disais les matchs participés, c'est le 6e homme de l'année avec Naz Reid. Bon, après c'est chacun qui mettait son trophée, hein, mais on aurait pu lui filer la couronne. Il se blesse au pire moment possible. Vraiment, ça leur a fait mal. Hein. Je crois que le bilan sur les 10 derniers matchs, quand il n'est pas là, c'est 6 défaites en 10 matchs. Au même moment où Huerter n'est pas là. Il y a eu des joueurs aussi qui ont été moins bons. Keegan Murray, qui certes un peu plus produit, a été moins efficace à 3 points. Harrison Barnes, qui était bien aussi, a été moins efficace au lancer et a été moins agressif. Donc en fait, tu te retrouves à une équipe qui était plus middle, et l'Ouest l'année dernière, si t'es middle, bah tu te retrouves à la place du con, quoi. Tu passes pas. Ouais, non, c'est chaud. Tu regardes les playoffs à la téloche. Petit rayon de soleil quand même, la découverte de Keon Ellis. Ah bah ça on va en reparler. Quand même, hein. Ah bah, dis donc. Ils avaient ce joueur dans l'effectif. Tout d'un coup, Mike Brown a commencé à le faire jouer. On a tous fait oula, c'est bien ça. Ah, c'est très bien. C'est vrai, t'es d'accord. Hein, on a vu les Kings, on a fait oula, c'est bien ça. On va en reparler dans une belle section. Puis alors, c'est bien complémentaire de Fox, de Sabonis. Enfin, tu vois, il est vraiment. Non, c'est super. Il est dans le délire. Tout à fait. Non, c'est une belle. C'est quand même important de le noter, quoi. Bien sûr. La blessure de Huerter, notamment, a favorisé ça. Ça a favorisé tout à fait Keon Ellis. Si on parle de Bright Side of the Sky, bien évidemment, impossible de parler de la saison des Kings sans parler du massacre intérieur réalisé par Domantas Sabonis, qui a quoi 75, 77 double-double sur 80. Il a fait que des double-doubles. Il est à presque 20 points, 19,5 et presque 14 rebonds avec 8 passes. Leader de la NBA en double-double. Leader de la NBA en triple-double. Je crois qu'il fait quoi 26 triple-double. Ah ouais, non, c'est énorme. Qui n'est pas All-Star. Il y a des gens qui considéraient qu'il n'était pas All-Star. J'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Je reste droit dans mes pompes. Quoi, pour toi, il était pas All-Star ? Il était à la lutte avec d'autres garçons. Il avait clairement un niveau de All-Star. Il fallait faire des choix à un moment donné. Ok. Oui, voilà. Ah non, il n'y a pas de ne mérite pas d'être All-Star. Ça, c'est des phrases à la con. Non, il méritait. Et il y avait d'autres garçons qui étaient à la lutte. Et malheureusement, les Kings se retrouvent aussi dans une situation où l'Ouest est tellement stack que devait-il y avoir un représentant des Kings. Certains se disaient Fox, certains se disaient Sabonis. C'est vrai que Sabonis fait une saison extraordinaire. Mais bon, compliqué. Au global, alors que tu surfais sur un espèce de gros high Woodstock la saison précédente, là, ça a été un peu décevant. Tu peux pas dire saison décevante à 46 victoires. Non. Mais par rapport à ce que tu aurais pu faire... En fait, c'est dans l'élan de la fin de saison et des playoffs de 2023, c'est au-delà c'est que c'est dur à avaler. C'est-à-dire que tu as cette sensation de... au mieux, ils ont stagné. Et en termes de résultats comptables, c'est moins bien. C'est ça. Donc c'est chaud. C'est un peu dommage. C'est chaud. Ça occasionne souvent des marchés mouvementés ou... Tout à fait. En tout cas, il faut voir comment Monty McNair, mais t'es GM de ça, tu dis attends, merde, qu'est-ce qu'a raté là ? Comment ça se fait qu'on n'a pas su surfer sur l'élan ? Comment ça se fait, tu vois ? Et donc du coup, tu bouges forcément un peu pendant l'été qui suit. On va parler tout à fait du marché de l'été. Dernier point que je m'étais noté, évidemment, juste pour finir, la défaite, comme tu l'as dit, face aux Pélicans au play-in. T'es à 0-5 en saison régulière. Ils les ont joués non seulement 4 fois en saison régulière. Je crois que c'est 0-5 parce qu'ils s'affrontent peut-être 2 fois en in-season tournament, tu sais, le tournoi de Vegas. Là. Ouais. Donc le pire truc possible qui se passe pour eux, c'est qu'ils sont à 0-5, donc 0 victoire, 5 défaites contre les Pélicans. Et là, ils font « Oh non, pas les Pélicans au play-in !» Et ils se font matraquer. Même Valanciunas regarde Domantas Sabonis dans les yeux. Donc oui, des mouvements à venir chez Monty McNair, comme tu le disais si bien. On va regarder tout ça en détail. Allez, marché. C'est l'heure du marché de l'été.
Le Big Tableau. Oh, Demar. Ouais, grosse arrivée quand même. Oh, Demar DeRozan, un All-Star, joueur fort, d'expérience, qui malgré son âge continue d'être bien performant. On en a parlé quand on a fait la preview des Bulls. Qui vient prendre la place laissée par Harrison Barnes, qui est parti. L'arrivée de Demar DeRozan s'accompagne de celle d'un rookie, Devin Carter. tout à fait. Alors malheureusement, il est blessé, là on en parlera dans le 5 majeur, il est blessé quand même. Il est blessé, mais... Il va rater un bon début de saison, mais il y a du temps. J'adore son profil. J'adore aussi. Donc je pense qu'il peut être extrêmement utile aux Kings, et alors super complémentaire de Fox, de Monk, de gars comme ça. Puis après, t'as un Jalen McDaniels. Bah, t'as mis un terme en fait au projet d'Avion Mitchell, qui était vraiment le projet en sortie de l'université. On avait parlé ensemble dans la preview des Raptors, je crois, où il y avait un clair potentiel défensif énorme off-night, mais par contre en attaque, t'as senti que ça manquait un peu de traction, d'où le choix d'ailleurs de Il est Carter. trop petit pour shooter aussi mal. Désolé. Non, c'est clair. En NBA, là, c'est compliqué. Voilà. Et bon courage à Davion Mitchell chez les Raptors, mais plus à Sacramento. Voilà, à Sacramento, entre Devin Carter, l'ascension de Keon Ellis... ouais, les gars qui sont encore là. Ils ont déjà... Oui, bien sûr, Fox, Monk et tout. Ouais. Mais ils ont déjà oublié Davion Mitchell, tu vois. Genre, complètement. Donc ils ont récupéré Jalen McDaniels parce que tu en parlais à l'instant dans un petit transfert. Ouais. Jordan McLaughlin qui a été prié de quitter le Minnesota, donc qui débarque aussi à Sacramento. Petit meneur. Pareil, encore une aide à la main. Ouais, tout à fait. Un peu de viande à l'intérieur parce que Alex Len derrière c'est sympa. Et on a eu quelques tests, mais... Moi j'aime bien en fait, parce que Orlando Robinson, j'aime bien, c'est un sleeper du hit que j'ai beaucoup aimé, et Scott Labissière, c'est un projet de longue date des Kings. Ah bah c'était un projet, ça a pu être un projet, visiblement c'est redevenu un projet, bon, on va voir. Hein. J'aime bien Orlando Robinson. Moi je l'aime bien, on parlera de la rotation intérieure quand on fera le 5 majeur, parce que clairement je pense que c'est un sujet sur lequel il y a des choses à redire. Moi je m'attendais à un recrutement plus conséquent dans ce secteur-là justement. De la part des Kings, sans parler de forcément dépenser beaucoup, mais je trouve que derrière Murray, Sabonis, il y avait vraiment mieux à choper, mais bon bref. Donc Harrison Barnes est parti, Davion Mitchell est parti, Chris Duarte ça a pas pris, il est parti. Ils ont lâché Kessler Edwards, ils ont lâché leur rookie aussi Sacha Vezenkov. Merci pour la pige en NBA, on a pris les pétrodollars et on rentre en Europe. Voilà. Et ils ont prolongé Malik Monk, quand même, c'est important, ça on l'a pas dit encore. Ils ont prolongé Malik Monk et Alex Len. Alors Alex Len, c'est vraiment pour aller choper le citron, mais en sortie de banc. Mais oui, Malik Monk, on avait eu le sentiment chez les Kings qu'il fallait conserver ce groupe. On se demandait avec Malik Monk quel allait être le tarot, et lui, il a fait une très belle lettre vraiment publique pour dire les gars, moi je me sens à la maison à Sacramento. Il pourrait aller chercher plus de fric à droite à gauche. Certainement. Mais il a un rôle parfait. Il se fait enfin un lancement de carrière après avoir vraiment eu du mal chez les Hornets et les Lakers. Voilà, c'est ça. Je crois. Hein. Ouais. J'aurais dit Hornets et Lakers, mais il y en avait peut-être une troisième, tu sais, parce qu'il a un peu bougé sur son début de carrière. Le bon, on a fait une autre ? Non, je crois pas. Hornets Lakers. Non, c'est tout, ouais. Tout à fait. Ok. 78 millions sur 4 ans. Très bien. Franchement, c'est un bon prix. Fallait le signer à ce prix-là. Ça, c'est sûr. Super. Une très belle signature. Ouais. Très belle signature, je valide à fond. Donc, effectif dans la continuité. Oui, bien sûr. Monte McNair, ça au moins on peut reconnaître. Bon, il y a des DeRozan, mais sinon l'ossature n'a pas énormément bougé. Peut-être un peu timide sur certains postes ou sur certains trucs en termes de recrutement, mais dans l'ensemble, moi j'aime bien cette continuité. J'aime bien le côté qu'après une saison un peu dure à avaler, le type est pas forcément tout pété. Tout à fait, et qu'il ait choisi de renforcer vraiment, parce qu'il y a, on va le parler avec d'autres franchises de l'Ouest. Ça y est, on commence à rentrer dans ces franchises où on se dit, qu'est-ce que tu as fait cet été ? Pardon. Dallas est allé chercher Klay Thompson. On a parlé d'autres franchises comme Kevin Durant, et Devin Booker et Bradley Beal qui ont eu un nouveau coach. On vient de voir d'autres franchises qui ont bougé aussi. Même à Denver, même s'il y a des joueurs qui sont partis, ils essayent de développer ce qui se passe en interne. Ça bouge beaucoup. On vient de voir les Wolves faire du transfert. Les Wolves, ouais. On vient de voir le Thunder se renforcer. C'est une fucking jungle. Même les Pels ont été chercher des Dejounte Murray. Ouais, bien sûr. Tu peux pas en rester là où tu en es, et puis c'est tout, quoi. Donc eux, ils ramènent DeRozan. Moi, j'allais te poser une question là-dessus. Houston progresse, on en a parlé. Tout à fait, absolument. Qu'on a fait. Moi, j'allais te poser une question là-dessus, et je la pose à tous les fans des Kings. DeRozan qui signe en tant qu'agent libre. Ouais. 75 millions sur 3 ans, un truc comme ça, hein, DeRozan. Donc un tarif tout à fait honorable. Non, c'est pas ça ? Je vais vérifier, mais j'imagine que ça va être dans le délire. Ouais. Est-ce que ce serait pas
la plus grosse signature de free agency des Kings depuis très très longtemps, si ce n'est une des plus grosses de leur histoire. Ça serait quoi sinon? Ils ont quoi en free agency? Sacramento n'est pas une équipe de free agency. Les gens souvent disaient merci, enchanté. Weber, c'est un trade? Comment? Weber, c'est un trade. Weber, c'est un trade. DeMarcus Cousins, c'est la draft. Meta World Peace, c'est un transfert. Kevin Martin, c'est la draft. Le trade, c'est Sabonis, le gros trade. C'est Haliburton. C'est un gros trade. Tout à fait. Avec Haliburton. Mais sinon, en agent libre, en signature, je pense pas qu'ils aient signé des gros gars, quoi. Et donc, pourquoi je te pose cette question? Parce que je sens aussi qu'il y a un shift qui a fait beaucoup plaisir aux fans des Kings, qui est qu'une franchise dans laquelle aussi peu de joueurs veulent aller, quand un mec de la trempe de DeRozan décide de joindre ce groupe, ça aide aussi à changer la vision et la culture de cette équipe. C'est-à-dire, nous ne sommes pas juste une abomination de free agency, des gens veulent venir à passer un cap. Je suis d'accord. Et je trouve que c'est vachement important au-delà de l'arrivée dans les... Après, DeRozan, il n'y avait pas non plus un marché de fou sur lui. Non. Et même s'il stat encore bien, vraiment très très bien, même on va en parler et tout, y a des interrogations autour du joueur. Il est plus tout jeune, sa défense pose parfois question, son leadership, enfin attention. Mais bien sûr. Donc DeRozan n'avait pas non plus 15 000 offres dans ses mails. Non, tout je à fait. pense pas. Peut-être que c'est Rondo, un des trucs qu'ils ont fait, peut-être. Peut-être, ouais. Rondo chez les Kings. Mais pour moi, ils l'ont pas payé comme ils ont payé DeRozan. Non, tout à fait. Non, c'est juste que moi, je veux bien l'avis des gens un peu par rapport à cette histoire de DeMar DeRozan, parce que c'est vraiment un truc qui les a... Ça a fait l'effet... C'est une des plus belles photos du Media Day qui a eu lieu, c'est DeRozan avec le 5 majeur des Kings, dont on va reparler après. Juste en départ, il y en a un que j'ai rajouté un peu au buzzer, c'est quand même le départ de Jordi Fernandez, qui était assistant de Mike Brown et qui va chez les Nets. Chez les Nets. Un des piliers de la reconstruction des Kings. Non, c'est vrai. C'est non négligeable, on verra les effets. On verra d'ailleurs comment Mike Brown va nous organiser tout ça maintenant qu'il a pu son meilleur assistant à ses côtés. C'est que dans le bureau, ça va faire de l'espace vide, ça. C'est une section dont on a envie de parler, c'est ça? Je pense, ouais. Rien à ajouter sur le marché de l'été? Écoute, non, c'est pas si mouvementé, c'est un marché d'été raisonnable d'une équipe dans la continuité qui espère continuer de progresser naturellement, on va dire. Exactement. Eh bien, si ça te va, on va aller chez Mike Brown? Allez, on y va. C'est à parler de tout ça dans le 5 majeur. Le 5 majeur, avec un meneur, un arrière, un ailier fort et un lituanien. Dans cette section, c'est très simple, on est dans le bureau de Mike Brown et on se pose plein de questions. Avant ça, Léonce, merci pour ce magnifique visuel avec l'effectif des Sacramento Kings. Alex, comme d'hab, la question protocolaire, combien il y a de verrous titulaires? 5. Ouais, je pense. Je sais pas si on a le même. Oh, si. Bien sûr que si. Fox à la main, Keon Ellis en 2, DeRozan en 3, Murray en 4 et Sabonis en 5. De toute façon, c'est quoi sinon? C'est Huerter titulaire? Ce sera Keon Ellis. Je sais pas lui faire... il a quand même... Enfin, je veux dire... Ce sera Keon Ellis. Je pense. Surtout que tu viens d'ajouter DeRozan. C'est-à-dire qu'avant, avec Harrison Barnes, qui est quand même un peu plus timidouille et tout, DeRozan, il débarque là avec ses 24 points dans sa musette. Ou on verra combien il score. Peut-être qu'il va passer à 18 avec les Kings, qui a quand même Sabonis, Murray qui shoot, Fox. On verra. Mais je veux dire... C'est un scoreur, c'est un mec avec une personnalité parfois effacée et tout, mais c'est pas comme Harrison Barnes qui lui est effacé sur le terrain au scoring. Là, DeRozan, donc Keon Ellis colle d'autant plus. Parce qu'offensivement, il a encore des progrès à faire, Keon Ellis. Oui, il rentre dans un registre qui est parfait, qui est celui de vraiment shooter à 3 points efficace. Et si 3&D. Tout à fait. Et si tu lui mets quand même un ou deux ballons dans les mains et qu'il faut trouver les gars dans les corners, combien de fois Trey Lyles surtout sa défense, quoi. Et Keegan Murray et Trey Lyles se sont vachement régalés sur des kick-outs de sa part. Moi, en fait, sur le 5 majeur, il n'y a pas de doute. D'ailleurs, on est d'accord sur le 5. C'est confirmé par Mike Brown qui a dit au Media Day que Keon Ellis serait le starting 2 dans ce 5 majeur. C'est logique, franchement. Il aurait dit autre chose, j'aurais été surpris presque. Ça aurait été la question de la mort. Quand même. J'aurais été surpris parce que si tu as DeRozan et t'as Fox, si entre les deux tu mets Monk ou Huerter, c'est bizarre pour moi. Il y a des coachs qui sont bien capables de faire ça. Ah bah si. Il y a plein de coachs qui sont capables de dire « Oh pétard !» Non, Keon Ellis, t'as pas le cachet. Il y a déjà Sabonis qui est un pivot qui a la balle en main et qui est porté sur l'attaque. Donc là, vraiment, il a besoin d'un profil à la Keon Ellis qui est un peu le pendant, différent, mais de Keegan Murray. Je dirais que Keon Ellis, il est quand même plus porté sur la défense. Keegan Murray, ça dépend. Keon Ellis, moi, j'ai trouvé bon en défense. Il est très très bon en défense. C'est Keegan Murray qui doit se définir en NBA. Quel poste définitif, quel rôle offensif et quel impact en défense. Mais... le 5 majeur, t'as pas de problème.
On va reparler après de l'intégration des DeRozan. Il y a des trucs qui me fascinent dans le style de jeu, répartition des ballons, rythme, etc. Si on regarde le banc, t'as un truc assez sexy avec Malik Monk en patron du banc. Ça bouge pas. Tu auras donc Kevin Huerter qui sera là pour, on l'espère, retrouver la gâchette parce qu'il faisait partie des rumeurs de transfert en février dernier. Un McLaughlin, ça dépend comment tu l'utilises, en voyant comment le rookie Carter revient et quand. Exactement, si Devin Carter débarque fort, ce qui est très attendu à Sacramento. Lui aussi, il a un profil intéressant. Pète de talent, tout à fait. Donc, à voir ce que ça donnera. Et dans le secteur forward, c'est vrai que là, comme tu le dis, il y a un peu de légèreté. C'est-à-dire que si on se retrouve sur les ailes, il va falloir faire confiance à Jalen McDaniels, mais à voir dans une équipe très très forte à quel point il est dans la rotation, parce que pour le moment, c'est Jalen McDaniels, c'est pas un mec qui a été dans des gros trucs. À voir si les Kings sont très très forts. Et c'est Jalen McDaniels. Jalen, enfin c'est le L, quoi, c'est pas Jaden. Parce que Jalen McDaniels, il l'a montré qu'il pouvait être fort dans les équipes. Il peut être titulaire aux Kings, je vous le dis. Ah, clairement. Trey Lyles, Alex Len, c'est ça ta rotation dans la raquette, les intérieurs? Je sais, tu vas me dire, Pascal Labissière, j'aime bien Orlando Robinson. Orlando Robinson. Ok, mais moi je maintiens. Rotation sur le front de courte. Évidemment. On en arrive beaucoup trop vite à des mecs qui pour l'instant valent pas tellement mieux qu'un bout de banc. C'est une évidence. Juste je trouve. Tout à fait. Par rapport à ta question de comment est-ce qu'ils auraient dû faire, je me demande quel type d'intérieur ils auraient pu aller chercher, parce que c'était un marché où, on l'a même vu avec les Knicks quand ils se sont posé des questions autour du départ d'Hartenstein et de la blessure de Mitchell Robinson, on savait pas s'ils allaient partir sur du Walker Kessler ou Clint Capella ou quoi que ce soit. Je pense qu'ils ont foncé sur le cas des DeRozan, pas voulu trop surpayer, et qu'ils se sont dit s'il y a un autre move à faire, peut-être qu'on enverra Kevin Huerter contre à l'intérieur. Exactement, c'est pas fini, peut-être, exactement. Je dis juste que là, dans un premier temps, au moment où on fait cette preview, Mike Brown, s'il y a un début de match où Keegan Murray ou Domantas Sabonis fait 2 fautes, mon poteau, c'est la merde, tout de suite. Keegan en 5. Ouais, DeRozan en 4, Keegan Murray en pivot, et puis on court les gars. Là, non mais je te dis pas que c'est pas possible. Il y a eu des line-up parfois extraordinaires. Je suis d'accord, mais il y a eu des line-up parfois extraordinaires de la belle saison Light the Beam où ils ont tenté parfois des Harrison Barnes en 5 en disant vas-y, tiens-le fort, on va venir derrière toi. Bon, c'est ric-rac. Moi, le truc que je voulais voir avec toi, c'est intégrer un joueur. Parfois, c'est chouette parce qu'il a de l'expérience, du shooting, de la défense, etc. Mais DeRozan, c'est un joueur avec un registre de jeu assez particulier. Tu parlais notamment en intro de ces histoires de pace et de savoir à quel rythme tu allais jouer. On ne parle pas du DeRozan d'il y a 10 ans. C'est un joueur qui est aujourd'hui DeRozan à 35 30. Il a bien 35, je pense. Ouais, c'est ça, il doit avoir 35. Ouais, 35 piges. Ouais, puis il a un petit kilométrage, il a joué beaucoup de matchs. Ouais. Comment est-ce que tu joues ? C'est-à-dire que Mike Brown, comment est-ce que tu vas jouer avec DeMar DeRozan, sachant que ta paire d'Aaron Fox, Domantas Sabonis fait partie des meilleures paires et les plus efficaces de NBA. Oui, alors c'est marrant parce que j'entends, il va falloir s'adapter et tout. Il va falloir répondre à cette question. Mais ça m'inquiète pas trop. Ça m'inquiète pas trop dans le sens où DeRozan, c'est un joueur intelligent, ça n'a jamais été un croqueur. C'est un scoreur, mais ça n'a jamais été trop un croqueur. On est d'accord ? Il a toujours scoré, mais il a des pourcentages au tir. Il ne shoot pas beaucoup à 3 points. Il n'a pas un très beau pourcentage à 3 points, mais il a un très petit volume. Et à mi-distance, en attaque de cercle, ou ce genre de petits paniers, les runners, les petits flotteurs et tout, il a quand même beaucoup de petits moves DeRozan qui ont l'air de rien, comme ça, un peu les moves à la pépé, là. Mais DeRozan, ça fait combien de saisons à plus de 20 points de moyenne pour DeRozan, là, de suite? Ça en fait 15. Ça en fait un paquet, non? Non, mais c'est un score de la meilleure trempe. Il n'a pas scoré en dessous des 20 points depuis 2013. Il a joué aux Raptors, il scorait. Il a grandi là-bas. Ensuite, il est allé aux Spurs, il scorait. Ensuite, il est allé aux Bulls, il scorait aux Bulls. Il va arriver aux Kings. Il y a Fox, qui est un excellent passeur, un passeur sous-estimé. Il y a Malik Monk, qui, quand il sort du banc, a montré qu'il était capable de créer, de kick-out, d'utiliser les écrans de Sabonis ou éventuellement d'Alex Len et tout. Sabonis, c'est un bon passeur. Donc, DeRozan, déjà, va recevoir des ballons. Et DeRozan, mi-distance, même les 2 points à la Kobe, les 2 points un peu longs là et tout, il a un très bon pourcentage de réussite en catch and shoot. Arme dangereuse DeRozan. Ensuite, quand tu as Fox qui sort,
tu peux avoir Monk qui rentre, mais en fonction des adversaires directs, de la défense proposée, le gros intérêt, à mon avis, de DeRozan, et là où il va très bien s'intégrer, c'est qu'il amène vraiment un côté « Eh oh, moi aussi je suis un ball handler. En fait, allez-y, filez-moi la balle. Et puis tiens, je vais jouer mon gars en ISO. » Ou, comme il l'a démontré depuis maintenant pas mal d'années, je vais faire ma saison, non seulement il va y avoir la vingtaine de points, mais en plus il va y avoir 5 passes d'ess. Oui, et puis 7 à 8 lancers qui sont provoqués. Et en plus, il va chercher du lancer. Donc, en fait, moi, j'ai pas forcément de... Je suis pas trop... Moi, je suis pas sceptique par rapport Ça va, je pense qu'il va bien s'intégrer. Moi, c'est plus en défense, où je veux bien voir comment ils vont faire, parce que DeRozan, non seulement n'est plus tout jeune, mais en plus, c'est pas que ce soit un mauvais défenseur, mais ça n'a jamais été un gros spécialiste défensif. Donc, tu te retrouves sur ton fond de courte avec DeRozan, qui n'est pas un spécialiste, Keegan Murray, comme tu l'as très bien dit, on ne sait pas trop quel joueur il est. Sabonis, en défense, honnêtement, il fait pas rêver. Il est fort au rebond, mais en défense, c'est pas ouf. Donc la protection de cercle, c'est pas vraiment DeRozan qui t'en apporte beaucoup. Enfin, moi, c'est plus de ce côté-là du terrain. En attaque, j'ai l'impression qu'ils vont trouver, moi. J'ai l'impression. Je demande à voir. Ah oui, t'es sur l'attaque, t'es pas... En fait, je pense qu'il apporte des options qui sont claires et que moi, je vois très bien sur le playmaking et le ball handling. C'est-à-dire que derrière De'Aaron Fox et Malik Monk qui a fait des formidables progrès mais qui peut être aussi un sacré pétard ambulant, la présence de DeRozan t'offre des options exceptionnelles parce que ce n'est pas ta première option. Donc c'est le meilleur registre possible pour DeRozan et pour les Kings, c'est que tu n'es pas dépendant de lui, c'est un outil supplémentaire. Donc en ce sens, s'il est utilisé comme tel, je trouve ça formidable. Ce que je demande à voir, c'est on soulignait le besoin notamment de marquer efficacement, rapidement. J'ai hâte de voir à quel point le spacing va être clair. À quel point le spacing va être clair, c'est-à-dire sur le principe. Je pense qu'on peut tout à fait voir DeRozan pur des match-up et Sabonis a montré qu'il pouvait shooter à 3 points en tête de raquette et que De'Aaron Fox ne peut pas non plus le laisser trop seul. Non, et puis Keon Ellis et Keegan Murray, tu as la possibilité. Mais donc, ça veut dire aussi des géométries différentes en termes de ballons. Ça veut dire qu'il va y avoir plus de ballons s'il y en a pour DeRozan. Il faut aussi que Sabonis accepte qu'il ait moins de touches et il a été central dans tous les... C'était le poumon et le cœur et les couilles de Sacramento. Il va peut-être falloir des pick and roll DeRozan Sabonis aussi. Hein. Pick and roll, pick and pop. Hein. Enfin, donc il va falloir beaucoup de mise en place de la part de Mike Brown. Ah bah, bien sûr. Et pour ça, j'espère que la hiérarchie sera claire. C'est-à-dire que la saison dernière, par exemple, prenons des chiffres concrets. De'Aaron Fox prend 21 tirs par match. Ouais. Domantas Sabonis, il en prend 13 parce qu'il a un tel niveau de réussite qu'en fait, il en prend 13. Moins, c'est moins un scoreur, il est dans d'autres trucs. Ouais, tout à fait. Et puis il en prend 13, mais en fait, il en met 8, il prend 3 lancers en plus, il a 20 points. C'est Domantas Sabonis. Démarre DeRozan l'année dernière, et si on se base un peu sur les postulats de Chicago, c'est 17 tirs tentés à peu près. Comment est-ce que tu équilibres ces choses-là? C'est ça, moi, qui m'intéresse au-delà des rotations, c'est comment est-ce que Mike Brown va pouvoir mettre tout ça en place. Franchement... Je demande juste à voir. Je pense qu'ils vont trouver une quinzaine de tirs pour DeRozan. Oui. Sans trop que Fox et Sabonis ne se sentent lésés. Je pense que c'est plus, t'as raison, c'est plus sur le spacing où il y a du travail, plus que sur le nombre de tirs. Si le spacing est bon, les tirs, ils vont venir naturellement, les bons tirs, ils vont se voir, quoi. Bien sûr. Et on a beaucoup de joueurs qui savent prendre les bons tirs, là. Ouais. C'est mieux équilibré, bien sûr. Même Werther, il sait quand même normalement prendre un vrai tir quand c'est un bon tir. Le rookie Murray, normalement, lui aussi, il a montré que même jeune, il a capté. Donc, non, t'as raison, c'est plus sur le spacing en lui-même où DeRozan est moins un catch and shooter, distance. C'est un registre particulier de jouer. C'est un registre différent, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle parce que je pense que c'est un registre qui manquait cruellement aux Kings. Mais de toute façon, je l'ai dit, pareil comme toi, c'est que c'est une belle signature, ils ont bien fait, et maintenant on va voir parce que. Mec d'expérience là qui va aller te prendre des lancers à savoir les serré là. Les money time là maintenant, ça va être compliqué parce que déjà que Fox c'est clutch. Alors DeRozan c'est compliqué. Tu vois, c'est quand même vachement bien. Je pense que encore une fois, ça apporte plein d'options, mais je crois pas que les Kings veulent juste avoir des options, ils veulent vraiment essayer de taquiner le haut de l'Ouest, et donc il y a un vrai sujet là à devoir travailler offensif et défensif parce que si tu veux atteindre l'élite, tu peux plus avoir ces trous là. Mike Brown, c'est l'homme de la situation pour gérer ça pour toi ou pas? Je te pose la question, c'est moi qui l'ai posée, donc maintenant il faut que tu répondes. À moins que ça enchaîne sur une question de la mort. On peut prendre toute une section si tu veux. Ouais, je pense que c'est bien, t'as raison. On va faire ça? Ouais, on y va. C'est l'heure de la question de la mort.
question de la La mort. pregunta de la muerte. Et vous l'avez compris, il va s'agir de parler de Mike Brown. Bastien, c'est quoi la question de la mort? La question de la mort chez les amis de Sacramento Kings, c'est la suivante. Est-ce que Mike Brown peut survivre à une saison des Kings sans playoff? Une deuxième de suite. Alors, évidemment, observateur de longue date, ou même fan des Kings de longue date, un coach qui survit aux Kings sans playoff, on en a connu, on en connaîtra encore. Moi, franchement, je peux répondre à la question de manière très claire. Est-ce que Mike Brown peut survivre à une nouvelle saison régulière sans playoff? Je dis non. Ok. Non, il peut pas survivre à une saison, encore une, avec cet effectif-là, avec l'effectif qu'il a eu, avec la hype qu'il y a eu sur la saison donc 22-23. Pour moi, si ça retourne pas en playoff encore une fois, il faudrait vraiment des circonstances assez incroyables pour que le management se dise ouais, allez, on repart avec Mike Brown. Je n'y crois pas. J'entends. Mais du coup, ça pose des sous-questions. Celle que j'ai posée tout à l'heure, comment Mike Brown il peut se débrouiller pour intégrer DeRozan de manière suffisamment efficace pour que, par exemple, l'attaque des Kings redevienne redoutable, ce qui était moins le cas l'année dernière. En gros, comment tu fais pour aller en playoff? C'est l'objectif des Kings. Les Kings, il faut qu'ils aillent en playoff, là. Oui. T'es d'accord? S'ils vont pas en playoff, c'est pas une bonne saison, en fait. Voilà. Monte McNair peut regarder cette preview avec un joli petit verre, avec un parasol et des lunettes de soleil, parce que lui a fait sa partie du travail. En tout cas, lui, il peut dire hey, gros, je t'ai mis les joueurs. Ce qu'il fallait dans la cuisine. Bon, c'est vrai que t'es un peu juste en 4 et en 5, j'avoue. Je suis d'accord, je vais voir ce que je peux faire avec Kevin Werther. Mais tu voulais, exactement, voulais... Enfin, c'est ça, l'asset, c'est Kevin Werther. Tout à fait. Mais si tu... Non, le premier, c'était Kevin Werther, il était dans les rumeurs avec Davion Mitchell. C'était vraiment l'été où on voulait voir ce que Monte McNair allait être capable de faire, et il a répondu, là en tout cas sur le papier. Mike Brown, si on regarde le contexte complet, les Kings ont mis une extension de contrat il y a quelques mois sur lui. Donc ils partent du principe qu'ils peuvent lui faire confiance. Formidable. Kumbaya, ça s'est bien passé, Light the Beam. Ils se sont dit, cette année, c'était une année un petit peu de transit. On sait que t'es l'homme de la situation. Oui. Très bien. Mais ce qui veut pas dire que quand tu prends une extension, tu peux... Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Franchement, ça veut rien dire. Ça assure pas t'es d'accord. Ça assure ton avenir financier éventuellement. Oui, tout à fait. Tu peux te projeter dans tes vacances. Voilà. Disons que tu as les moyens de louer un Airbnb. Tu sais si tu prends un yacht ou un bateau gonflable. Mais ça veut dire que les dirigeants, au-delà même de Monte McNair, ils sont pour toi et moi moi en tout cas je pense ça. Ils sont en droit de considérer que le plafond potentiel de cette équipe, parce qu'elle est quand même un peu plafonnée, on a l'impression quand même, mais ce plafond est quand même suffisant pour ne pas être indulgent avec leur coach en cas de non-présence en play-off. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, mais tu vois. Je pense qu'ils sont assez indulgents avec lui sur ce qui s'est passé. Là, une saison, oui, mais une deuxième, moi, j'ai du mal à le croire. Disons que je pense, tu vas me dire je pense qu'on peut s'accorder sur un point. Et on n'a pas arrêté de le mentionner dans la preview des Warriors, et on vient de le faire en intro des Kings. Écoute Mike, l'année dernière c'était une saison compliquée. Ok. Pourtant vous étiez bien classé une bonne partie de la saison. Il y a 46 wins, mais parce que c'est la folie furieuse autour de nous, on est 9 dixièmes. On a des potes qui sont pas très très loin là, à Golden State, là c'est pareil, les mecs, il y a beaucoup de franchises qui aimeraient 46 victoires. Donc en soi, il a fait une saison à ressenti 38 victoires, il y a beaucoup de gens qui peuvent être déçus, mais la réalité comptable, numérique, c'est qu'il a 46 wins. Donc, une partie du travail a été faite, il n'a pas fait un désastre cette année. Pas non plus abusé. Mais là, ils ont augmenté la chaleur, pour moi, sous son siège, parce que il y a eu de l'investissement financier, il y a eu certains gars, comme Jordi Fernandez en effet, qui sont partis, et donc, là, même si l'Ouest est très fort, tu peux pas réutiliser cette cartouche comme excuse l'année prochaine. Compliqué. Tu peux pas dire 2 ans de suite, ah là là, l'Ouest est fort. Gros. Ouais, j'habite à Sacramento, ouais. Enfin, je sais pas si t'en penses. Non, mais je suis d'accord. Tu peux pas utiliser ça tous les ans. C'est pour ça que je te dis, pour moi, je vois pas les dirigeants considérer que... Je vois pas Monte McNair considérer qu'il a pas mis les joueurs qu'il fallait. Je vois pas les dirigeants considérer que Monte McNair n'a pas forcément mis les joueurs qu'il fallait. On va tous parler de la faiblesse éventuellement intérieure, mais attention, ça se trouve, Monte McNair, il va te changer Werther en Clint Capella. Allez, de retour à Atlanta. Clint Capella, ça serait magnifique. Hein. Ah bah bien sûr.
Et Kevin Werther à Atlanta aussi. Hein. Non, mais Clint Capella, ça serait vraiment magnifique, franchement. Clint Capella, il peut même jouer à côté de Sabonis. Hein, Enfin, Sabonis peut jouer un peu 4, non? Non? Ah non, 4, tu sais. Oui, bien sûr. Non? Allez, non, pourquoi pas. Peut-être pas. Allez, remplaçant Clint Capella? Régale-nous. C'est un backup extraordinaire pour la fin de sa carrière. Pourquoi pas? Donc, Enfin, je pense. il peut partir sur des trucs comme ça. Ou autre chose qu'on voit pas venir. Là, Kessler, parce qu'à Utah, il va nous choper exactement un autre intérieur. Ou alors il va nous ramener Robert Williams des Blazers. Tout à fait. Exactement. Ou voir carrément mieux encore. Tu vois, j'en sais rien. À voir. Mais Tout à fait. Mike Brown, l'effectif des Kings, même sans ce trade, à mon avis, je vois pas les dirigeants, je te dis, je vois pas les dirigeants se dire, bah ouais, non, franchement, il a fait 9ème, bah ouais, qu'est-ce que tu veux? Bah les Rockets, ils étaient meilleurs. Non. Hein, t'es d'accord? Tout à fait. Donc, genre, les Lakers sont beaucoup plus forts que nous. bien sûr. Vois, genre, non, c'est hors de question. Franchement, hors de question. Non, mais t'es d'accord, c'est pas possible ça. D'autant plus si, quand on va faire la preview des Lakers, d'autant plus si tu dis, attends, mais les gars, la seule différence qu'il y a eu entre chez nous et chez eux, c'est laquelle? C'est que nous, on a pris un joueur de calibre All-Star type DeMar DeRozan. Eux, ils n'ont pas touché leur effectif. On va le faire, le marché des Lakers. Hein. Il y a un fiston et un Français. Spoiler. Le marché des Lakers, mais, c'est sûr que ça va vite torcher la section. Elle va durer 40 secondes, soyez concentrés. Hein. Mais ils ont changé de coach. Et si tu te fais dépasser par une franchise qui a stagné en termes d'effectifs, mais dont le coach qui a été changé fait mieux, c'est pour ça que moi, ce que j'allais te demander, c'est en gros, si je comprends bien ce qu'on est en train d'aligner, on ne lui souhaite pas, mais en gros, Mike Brown, les seules excuses qui peuvent exister, c'est ce que Memphis vient de vivre, c'est... Oui, enchaînement de blessures de fou hécatombe de la mais sinon, par rapport à la question de départ, pour moi, il ne peut pas survivre à une nouvelle saison sans playoff. Pour moi, si les Kings vont pas en playoff, je vois bien les dirigeants le virer. Je sais pas si ça serait une bonne décision d'ailleurs, mais je pense que ça serait une décision qui serait pas surprenante finalement. Et se dire, c'est quoi, attends, on l'a l'effectif, on a là, il nous manque à l'intérieur, mais on y est là. Quel est le coach qui pourrait faire mieux? Je vois bien se poser ce genre de questions. Tout à fait. Donc attention, Mike Brown, le siège chauffe un peu. Il a du crédit. Il a du crédit, tout à fait. En fait, c'est comme si la question c'était de se demander quelle est la vraie timeline des Kings, parce que tu peux pas dire, les gars, tranquille, Bastien, Alex, on a le temps. T'as pas le temps, frère. T'as pas le temps, Sacramento, t'as pas le temps. T'as eu 20 ans pour avoir le temps. Pendant 17 piges, mon gars, t'avais pas le temps. Là, DeRozan, comme on l'a dit, il a 35 piges. Donc tu fais un vrai investissement là sur 2-3 ans. C'est pas pour que le gars il soit encore fort dans 4-5. Hein. C'est maintenant à la fenêtre. Pour être compétitif. Bien sûr, pour avoir vraiment des matchs commentés en direct. Sabonis, c'est maintenant. Hein. Bien sûr, Sabonis, il a 28 piges, il est dans son prime, Fox, on y va. C'est ça, 26-27. Fox, il a 26 piges, il va avoir 25. Donc il est dans son prime, absolu, tout à fait. Donc, à la limite, la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il reste un ou deux petits espaces de recrutement pour Monte McNair, c'est que les finances des Kings sont... Il va y avoir une extension de Fox qui va arriver. Non, mais c'est honnête. Hein. Il y a 168 millions qui sont engagés, à peu près, sachant que tu as Keegan Murray qui va prendre bientôt une extension, et que De'Aaron Fox, la fin de son contrat, c'est en 25-26. Donc il va prendre. Un actif cap à 170 millions, voilà. Avec un peu de capot, de là, mais enfin, ils sont en dessous du premier prime. Ils vont pouvoir... C'est très bien structuré. C'est exactement. C'est du très bon boulot. Tout à fait bien structuré, surtout que le contrat de Werther est dans les 16-17 millions, donc est un contrat tout à fait transférable. Et qui va gentiment porter un autre maillot, je pense, si ça s'améliore pas au niveau de son visiblement, il n'y avait pas non plus un marché de dingue. Hein. Non, un shooter avec un poignet cassé, moi je l'achète pas, je sais pas toi. Mais ça se répare le poignet. Ah, je te confirme. Donc voilà. Donc Mike Brown, on met le siège chaud. Pour toi, en tout cas, c'est non, il peut pas survivre. Donc en gros, ce qu'on dit, c'est il faut que les Kings aient en playoff, sinon... Si ça va pas en playoff, je suis pas du tout surpris que genre d'ici la fin avril, c'est genre ça va pas en playoff, que ça soit play-in ou même pas de playoff du tout, on verra les pronostics. Hein. Je vois bien le truc qui tombe direct derrière. Hein. Avril, là, Mike Brown... Parted Ways, Sacramento King, Parted Ways with Mike Brown, c'est ça, mutual machin, du mutuel unilatéral, comme on dit dans le jargon. Le bon mutuel unilatéral. On est d'accord que j'ai raison. Ouais. On est d'accord tous les deux, tu dégages. On est d'accord de ma décision.
C'est horrible. Bien évidemment, le registre de jeu, faudra surveiller aussi parce que, comme on l'a dit, avec DeRozan, faire articuler tout ça, Mike Brown, il va falloir montrer du talent de coaching. Vraiment. Ouais, parce que c'est intéressant par contre, on en a parlé dans le 5 majeur, il y a des vraies choses à aller chercher, il y a un très très beau 5 majeur, c'est un tout petit peu plus compliqué dès que tu commences à piocher dans le banc, à lui d'être bon, à lui d'être créatif. Nous sommes corda. Dites-nous ce que vous pensez de cette question à mort sur Mike Brown. Nous, on va aller sur le trophée du peuple, non? Le Golden, le Gerrard. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or. Le Gérard d'or. Alex le backflip. Hop là, c'est très propre. C'est bien ça. C'est très très propre. De la belle ouvrage. Nous sommes évidemment à Sacramento avec le GOAT Mark Jones en commentaire évidemment et toute la clique de la Kings Nation. Dans cette section, c'est très très simple. Le Gérard d'or, c'est le trophée du peuple. C'est qui vous fait cliquer sur les Kings? Alex, c'est qui ton Gérard d'or? C'est DeMar DeRozan. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Toujours bien aimé. Puisqu'il me rappelle un peu ces joueurs des années 90, voire des années 80, là, que j'aimais bien. Là, il y a un petit côté Alex English. Mitch Richmond, tout à fait. Mitch Richmond défendait quand même, je pense, mieux que DeRozan. Ah bah ça, je te le confirme. Mitch Richmond, c'était un balèze en défense. Alex English, tu vois, j'aime mieux la compare. Ou comment il s'appelait? Non, comment? Adrian Dantley, tout à fait. Adrian Dantley, Alex English, DeMar DeRozan, ça marche bien. Dominic Wilkins, force scorer qui va pas très loin. Ouais, mais Dominic Wilkins, c'est ce qui... Ouais, quand même au-dessus, je le mets au-dessus, je pense, Dominic Wilkins. Ah oui, je te confirme. Quand même, tu vois. Mais donc voilà, ce genre de gars que j'ai toujours bien aimé. Et là... À l'âge qu'il a, il a déjà joué aux Raptors, aux Spurs, aux Bulls. Partout où il est passé, on se pose des questions quand il arrive, puis quand il part, on dit quand même, quel joueur. Franchement, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Non, mais on n'en fait pas une légende. On va pas lui retirer son maillot partout, même si les Raptors, à mon avis, bon bref, ça ne me regarde pas. Oh, quand même. Quoi? Ah oui, il faut le faire, non? Bah faux, oui, mais tu sais que les Raptors, t'as vu comment... Enfin bon, bref, on va pas revenir sur les Raptors. Mais à chaque fois, ils prennent un tarif. Il faut leur arracher les maillots. À croire que les mecs, c'est les Celtics, quoi. Ça va. Qu'ils ont un plafond de blindé de bannières. Bref, allez. On n'a pas de place, les gars, il n'y a que du hockey. C'est clair. Mais, donc, moi, je l'aime bien. Et j'aime bien ce qu'il peut apporter dans cette équipe des Kings. On a beaucoup parlé, quand on a parlé 5 majeurs tactiques, de comment Mike Brown devait adapter, comment les Kings allaient adapter leur jeu et tout. C'est aussi à DeMar DeRozan de s'adapter. Et moi, j'attends ça de lui. Et notamment, j'attends une chose que pas mal de joueurs, pas forcément dans son registre, mais avec un registre offensif bien développé comme le sien, donc pas mal de joueurs ont fait ça en fin de carrière, c'est qu'ils sont devenus, pour le bien de la cause, et parce que c'est ce que demande la NBA actuelle, ils sont devenus des shooters à 3 points honorables. Ce que DeMar DeRozan n'est pas encore vraiment. C'est-à-dire que non seulement le volume est vraiment faiblard, c'est-à-dire que les 2-3 dernières saisons, là, il essaie de pousser, mais il prend 2-3 points par match, et ça plafonne, dans le meilleur des cas, là, je regardais il y a 3 ans, il en prend 1,9, il est à 35%, c'est genre sa meilleure saison à 3 points en carrière. Donc ça, dans cette équipe des Kings, que DeMar DeRozan apporte, comme on l'a dit là, de la clutchitude, et de temps en temps, en début de 4e quart, et ben De'Aaron Fox, il se repose, et ben tu sais quoi, c'est pas grave, parce qu'en fait, il y a la seconde unité en face, et il y a DeRozan qui est en train de lui faire la chanson. Ça, franchement, les Kings, ils vont kiffer. Ils vont kiffer les moments où t'es là, t'as besoin de panier, et DeRozan, il fait son petit moon pump fake, bim, de lancer. Puis alors là, par contre, les pourcentages au lancer de DeRozan en carrière, t'es entre 85 et 88%, t'es très très serein. Ça, il va l'apporter. Ça va faire du bien. Et ça va kiffer. La Kings Nation va le kiffer là-dessus. En revanche, si l'autre, ça commence à être compliqué, on parlera de Mike Brown évidemment, on critiquera Mike Brown, c'est peut-être même lui qui va sauter. Mais il faudra être honnête et regarder où est-ce qu'est positionné DeRozan sur les drives de Fox, et que quand il y a kick-out et qu'il se retrouve dans le corner, il va falloir que ça tombe dedans, et à plus que 33%. Désolé. Ça, moi je l'attends là-dessus. C'est un dernier vrai challenge pour moi en carrière. Il a toujours été un très 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 bon attaquant. Il a été All-Star. Il a progressé tout au long de sa carrière. À la passe, en début de carrière, on dit ouais, le trou noir et tout. Non, après, il a fait un gap. Après, on fait la distribution. Vache. La mec, une fois, je m'étais moqué, je sais plus qui m'avait dit, ouais, c'est un facilitateur DeRozan et tout. Bah, en fait, depuis, c'est un facilitateur DeRozan quand il veut. Donc ça, c'est super. Mais
il a lui aussi de prouver qu'il peut être le très très bon complément à Fox et Sabonis en attaque. Pour moi, c'est un très beau challenge pour lui. Je pense qu'il peut tout à fait y arriver. Il a le toucher, il a tout ce qu'il faut là pour me prendre 4 ou 5 3 points par match et m'en mettre 37% ou 38%. Il a ça. Il va avoir les ballons pour en plus, les espaces pour. Les Kings vont en avoir besoin, mais DeMar DeRozan va en avoir besoin également, parce que tu le faisais remarquer, je pense qu'il va avoir un petit peu moins de munitions, ce qui est logique. Et donc, va aussi falloir qu'il apprenne, et c'est nouveau, à utiliser ce qu'il y a pour lui, ce qu'on lui donne. T'es plus aux Bulls, là. T'es plus en prime aux Spurs, où on jouait vraiment sur toi et tout, et c'était logique, Popovic qui joue sur lui. Là, il est option numéro 3. Non ? Ah bah, il passe Et pas une option numéro 3, ça doit mettre des 3 points en catch and shoot aujourd'hui en NBA. C'est obligatoire. Merci. Voilà. Quoi, t'y crois pas du tout, toi ? Bah, Moi, si, j'y crois. Hein. Alors là, Je veux juste être clair sur le truc DeRozan, parce que pendant longtemps, tu sais, ça a été le running gag. J'étais le hater numéro 1, et voilà. C'est plus le cas. Si, j'arrive. Laisse-moi retrousser mes manches. Moi, j'aime beaucoup DeRozan dans ce qu'il a pu faire en termes de développement de joueur, et puis même en tant que athlète global, c'est-à-dire pour la culture, pour ce qu'il est, pour la santé mentale des joueurs. Ouais, tout à fait. C'est un mec, C'est un exemple. Hein. c'est un vrai exemple. Vraiment. Juste, si demain, je devais construire une équipe pour aller jusqu'au titre, je pense que sur les postes 3, j'en prendrais un paquet devant DeMar DeRozan. Voilà. Ok. Vraiment. Bah, Sincèrement. Dans les profils des équipes, comment elles sont construites et jusqu'où elles vont, c'est un registre très particulier. C'est-à-dire qu'il y a, dans son registre, il y en a un autre offensif qui est comme ça, c'est Jimmy Butler. Je peux te dire que ça défend différemment. Et quand il faut rentrer des 3 clutch, il y a du monde. Pouah, c'est pas la même. C'est pas le même genre de joueur. J'espère qu'il va faire ce que tu demandes. J'adore le challenge. Par contre, c'est vraiment la première fois qu'il est autre chose que option numéro 1 dans sa carrière. Eh oui. Et bah, Donc, s'il est aussi... c'est un challenge. Ouais, ouais. Il doit le relever et je suis... Ah, s'il le relève, et moi, rien que j'applaudis mes ça deux me bouts. fait cliquer sur les Kings. Ah hein. oui, bien sûr. Moi, je suis là, je vais faire attends, vas-y. Quand est-ce qu'il a la balle ? Qu'est-ce qui se passe quand Sabonis est en train de bully son adversaire direct, là, comme il sait très bien le faire ? Où est-ce qu'il est, DeRozan ? Est-ce qu'il est là, à 2,50 m de Sabonis, en train de niquer l'espace ? Est-ce que son défenseur est venu doubler sur Sabonis ? C'est un joueur intelligent. C'est un joueur intelligent, bien sûr, DeRozan. bien sûr. Il comprend très bien le basket. Il sait très bien ce qui se passe. Le spacing, il sait ce que c'est. Même pour la provocation lancée, Ah bah ça va leur faire un bien fou par contre. ils vont adorer. Et puis il y a l'entraînement avec DeRozan aussi. Je pense que il y a 2-3 mecs, genre Keegan Murray. Moi je veux bien qu'ils travaillent des moves au poste avec DeMar DeRozan à l'entraînement. Hein. Très bien. Parce que ça peut pas faire de mal. Hein. Ça peut faire de mal à quasiment aucun basketteur. Hein. Non mais c'est vrai. Je vous le souhaite. Non mais c'est vrai. Donc voilà, moi je vais vraiment surveiller ça parce que pour moi c'est le dernier vrai gros challenge en carrière de DeMar DeRozan et ça m'intéresse. Voilà. Qu'est-ce que tu nous gérardises toi ? Je vais prendre Keon Ellis. Ah. C'est bien ça. Coup de cœur absolu, j'ai pu échanger avec certains garçons évidemment de la Kings Nation ces derniers mois. On avait vu un petit peu quelques bouts sur la saison régulière où il avait apporté à la fois cette petite taille mais hyper bon défensivement qui peut rentrer ses 3 points et vraiment, je réinsiste, il a eu des situations balle en main où il y a des garçons qui sont démarqués dans des corners ou sur des rotations, il arrive à très bien lire le jeu et on peut l'avoir en porteur de balle de l'extrême, parce qu'il y en a assez à Sacramento, entre Fox, Sabonis, DeRozan, Monk, etc. Mais il peut. Donc c'est un portrait que j'adore, parce qu'il peut être à la fois balle en main, et il peut vivre sans ballon. Ils ont besoin d'un profil comme lui, parce que défensivement, c'est parfait, c'est ce que tu veux. C'est un mec qui, dans nos rêves, devient une forme de Jrue Holiday, et devient une espèce de peste défensive, où Fox et DeRozan et Monk notamment n'ont pas cette responsabilité-là à devoir se coltiner les Booker, les Curry, etc. Lui va boire ça avec plaisir. Il a coché pour moi toutes les cases d'un joueur qui va faire sa place en NBA, c'est-à-dire craquer la rotation. Il est passé en Summer League. Lui m'a fait cliquer sur les Kings de Summer League parce que c'était une évidence absolue qu'il était 3 épaules et 4 têtes au-dessus de la compétition en termes de lecture de jeu, compréhension, fun. Il a un sourire exceptionnel, il s'exprime bien. Il rentre dans le collectif, il préfère large le nom à l'avant que celui à l'arrière, et c'est un joueur qui va être payé 1 million cette année, 2 millions l'année prochaine, et qui a une place à se faire dans la ligue, dans la NBA. Et j'ai hâte de voir ça. Est-ce que c'est un mec qui va arriver et qui va dire, ouais, en fait, il y a des gars comme ça qui débarquent, on ne sait pas trop ce qu'ils vont donner, là, les Kentavious Caldwell-Pope, qui est devenu cette espèce de référence, la poste 2, jamais une superstar, mais une longue carrière, 2-2, qui défend grave bien, rentre ses 3 et a toujours été apprécié dans son vestiaire.
Est-ce qu'il peut rentrer dans ce range-là? Si oui, ça va me fasciner, parce que ça peut devenir le genre de garçon qui fait une très longue carrière out of nowhere. Keon Ellis, soyez pas surpris. Ceux qui sont déjà dans le bateau, évidemment, faites un peu de place parce qu'il va y avoir du monde. J'adore. Complètement fan de Keon Ellis. Non, super joueur. Dites-nous vous ce que vous pensez évidemment du Gérard d'or, parce qu'il y en a plein. Malik Monk va être le gérard officiel des Kings. Est-ce qu'on ferait pas un pronostic? Bah c'est ça, va falloir poser un nombre de victoires là-dessus. Mais oui. T'es prêt? Allez, on y va. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico, comme on dit à Sacramento. Exactement. Dans cette section, c'est très simple. On vous annonce l'avenir en 24 secondes chrono. Avant ça, des rappels importants. Petit bandeau jaune qui s'affiche en bas de votre écran. Si vous êtes majeur, vous pouvez jouer aux jeux d'argent, aux paris sportifs et compagnie. Pour autant, il ne faut pas miser l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. C'est très simple en fait. Voilà, on y va doucement. Et même si tu es un gros fan des Kings et que tu penses que DeMar DeRozan il va tourner à 29 points par match, bah faut y aller mollo quand même. Voilà. Doucement sur les pump fakes, faites pas les bolos. Pour les gens qui font pas les bolos, y a-t-il une cote, Alex? Ouais. Domantas Sabonis sera le meilleur rebondeur de la NBA, c'était déjà le cas l'année dernière, en moyenne de rebonds par match. La cote elle est à 2,80, elle est boostée à 3,30. Alors, il a été meilleur rebondeur de la saison, on est d'accord. Hein, la cote elle est assez haute, quoi. 2,80 boosté à 3,30, c'est de la vraie belle cote. Pourquoi? Parce que il y a de la concu, les frères. La concu de rebond en NBA, c'est très très sérieux. Jokic, Gobert. Anthony Davis, il en prend un paquet. Anthony Davis, il en prend des moulins. T'as déjà eux trois là, déjà de farceur. Yanis, tu sais qu'il en prend un wagon. Yanis, c'est un concurrent, mais après il est un peu moins pivot. Mais oui, je suis d'accord, c'est un concurrent. Tu sais qu'il continue à en prendre des balles. Hein. C'est un concurrent. Embiid en prend un. Faut voir comment il s'énerve. Mais Embiid, ça peut être voilà. À en croire quand on parlait avec les potos là sur les codes que Wemby va être en 25-15-5 là. Tu sais. Zakidi. Absolument. Doucement, mais vous m'avez compris. Et le sleeper of the year, Jonas Valanciunas aux Wizards. Mon gars, il va avoir des rebonds. Faut voir les minutes. Oh ouais, mais il va prendre des rebonds. Parce que tu sais que les tirs loupés, puis ils vont en avoir 2-3. Il est fort au rebond offensif en plus. Il est très fort. Non, ok, voilà. Donc il y a des clients. C'est pour ça que la cote est à 2,80 boosté à 3,30. T'as un over-under? Over-under 46,5. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est correct. On est d'accord, Alex? Ouais, je suis d'accord. Je vérifie juste mon pronostic pendant que tu te prépares. Oui, je t'en prie. C'est bien ce que j'avais dit. Est-ce que t'es prêt, Alexinator? Ouais, je suis prêt. Eh bien, 24 secondes pour annoncer l'avenir des Kings. 3-2-1, Costa Koufos. 45 victoires pour les Kings cette saison. Ça en fait une de moins que l'année dernière, mais en gros, c'est sensiblement le même nombre de wins que l'année dernière. Qu'est-ce que tu... Ah oui, 7ème de l'Ouest. DeMar DeRozan, c'est très cool, c'est intéressant, c'est un vrai beau free agent, mais ça règle pas les sujets de fond, moi je trouve, de l'an dernier, qui sont pour moi la défense et la profondeur du front de courte. Ça ne les règle pas vraiment, et donc je vois une saison un peu similaire en termes comptables. 27 secondes. Tu vois, propre. Franchement, clutch. C'est très très clutch. 7ème, ça refait le play-in encore les Kings? Ouais. Damn it. Mais 7ème. Mais cette fois ça passe. Avantage du terrain, et ça peut passer, il faudra voir qui il y a en face. Là, moi, si mon tableau, on va le regarder après, mais il me semble que j'ai les Rockets 8ème. C'est qu'un petit Kings Rockets à Sacramento au premier tour de playoff. Le petit Şengün Sabonis là. C'est ce que ça donnait la saison dernière. Keon Ellis sur Jalen Green. Oui. Là. Écoute, je vais essayer de faire aussi bien que toi. Vas-y, allez, t'écoute. 3, 2, 1, 47 victoires pour les Kings qui n'ont pas besoin du play-in. Ils sont 6ème de ma conférence Ouest. C'était une saison compliquée la saison dernière. Alors oui, l'Ouest est toujours une jungle, mais je crois en la continuité de cet effectif, plus l'ajout de DeMar DeRozan. Attention, le siège il est chaud pour Mike Brown, mais je pense vraiment qu'ils vont y arriver, qu'ils vont trouver leur effectif de base. On n'a pas beaucoup parlé de Keegan Murray, j'attendais l'explosion l'année dernière. Elle va avoir aussi lieu cette saison, je pense, dans différents apports du jeu. Tu le disais, avec des vétérans qui vont pouvoir aider comme DeRozan. Des attentes réelles. Mais voilà, pas non plus 50 wins. 47, c'est très bien. Et ensuite, on va au premier tour. Ok. On verra qui tu mets 3ème pour savoir qui joue les Kings au premier tour. On verra. Eh bien, le gros tableau, déjà pour commencer, avec l'Ouest qui se remplit. Ouais, ça se remplit. T'as des trous où, toi? Moi, j'ai 8-9 là. Moi, je crois que j'ai un trou en 11ème place. Encore. En 11? Ouais. J'ai un trou en 11, moi. J'ai pas mis de 11ème. T'as mis... C'est quoi tes 11 et 12, toi? Et les fans des Lakers en PLS. 11 Clippers, 12 Warriors. Ah ouais, Clippers, mais ça dégage. Ah, moi, j'en ai plus rien à foutre. Je vous préviens. Non, moi, j'ai encore une place en 11. J'ai encore une place hors play-in, moi. Ah, je te vois trop venir.
Allez, on va voir. Ce qui est sûr et Suns, non, certain, les Suns, j'ai eu peur. tu les as respectés. Ce qui est sûr et certain, c'est que Kings Nation, on vous fait des bisous, on vous retrouve dans les commentaires. Léon, c'est avec Ciao. Céline, on vous retrouve demain. Et l'indice de demain, c'est quoi? L'indice, c'est Jeanne d'Arc. Allez, Jeanne d'Arc, à Allez, demain. ciao.